Et si vos tatouages pouvaient vous interdire l'accès à une source chaude? Ou si un simple pourboire pouvait vous faire courir après par les habitants? Le Japon, un pays d'une beauté à couper le souffle et aux traditions profondément ancrées, cache certains des tabous culturels les plus inattendus. Du contact physique à éviter aux sites sacrés interdits aux femmes, en passant par d'étranges superstitions liées au nombre, chaque règle a une histoire unique qui pourrait vous mettre dans une situation gênante. Restez avec nous alors que nous vous révélons 15 tabous surprenants à connaître avant de visiter le Japon. Le 6e pourrait bien vous laisser sans voix. Imaginez arriver au Japon, impatient de vous détendre dans une source chaude traditionnelle, pour découvrir que vos tatouages pourraient vous empêcher d'y entrer. Au Japon, les tatouages, appelés irezumi, portent encore un lourd stigmate, historiquement associé au crime organisé, en particulier au yakuza. Par conséquent, de nombreux onsen, salles de sport et piscines appliquent encore des règles strictes interdisant les tatouages. Pendant la période Edo 1603-1868, les tatouages étaient parfois utilisés comme marque de punition, influençant une perception culturelle qui persiste encore aujourd'hui. Cependant, les mentalités évoluent. Les jeunes générations voient désormais les tatouages comme une forme d'expression personnelle, et de nombreux établissements proposent des pansements pour les cacher ou acceptent les petits tatouages. Si vous êtes tatoué et prévoyez de visiter le Japon, il est recommandé de rechercher à l'avance les lieux tattoo-friendly pour éviter toute déconvenue. Mais les tatouages ne sont qu'un début. Saviez-vous que laisser un pourboire au Japon peut être source de confusion plutôt de gratitude? Découvrons ensemble cette autre particularité culturelle étonnante. Vous venez de savourer un repas exceptionnel au Japon, un service impeccable, un personnel attentif. Par habitude, vous sortez votre portefeuille pour laisser un pourboire, mais voilà que le serveur se précipite après vous pour vous rendre chaque yen. Surpris? Au Japon, le pourboire n'est pas seulement inutile, il peut être perçu comme gênant, voire impoli. Alors que dans de nombreux pays, il est une marque de reconnaissance. Au Japon, il peut être mal interprété comme une indication que le service n'était pas à la hauteur. Cette perception repose sur des valeurs profondes, de respect, de fierté et d'équité. Les travailleurs japonais mettent un point d'honneur à offrir un service de qualité exceptionnel dans le cadre de leur travail, et leurs salaires sont déjà fixés en conséquence. Tout paiement supplémentaire pourrait perturber cet équilibre et être perçu comme condescendant. Plutôt que de laisser un pourboire en argent, certains locaux et touristes préfèrent offrir un petit cadeau symbolique, comme une grue ou une fleur en origami soigneusement pliée. Ces gestes faits à la main reflètent l'amour du Japon pour l'authenticité et les détails minutieux, souvent bien plus significatifs que l'argent. Avez-vous déjà vécu un quiproquo culturel en voyage? Partagez votre expérience dans les commentaires. Saviez-vous que poser des aliments sur votre riz au Japon peut être perçu comme un manque de respect? Dans la culture japonaise, le riz n'est pas un simple accompagnement. C'est l'élément central du repas, enraciné dans des siècles de tradition. Le manipuler avec négligence rompt l'harmonie d'une expérience culinaire façonnée par des valeurs culturelles profondes. Le riz symbolise la pureté, la vie et l'équilibre. Il est vénéré depuis des millénaires comme un don sacré des dieux et un pilier essentiel à la fois de la spiritualité et de l'agriculture. Contrairement à de nombreux pays où le riz sert de base pour des sauces ou des garnitures, la tradition japonaise valorise le riz sous sa forme la plus pure. Chaque grain doit être apprécié en respectant sa qualité et le travail derrière sa production. Mélanger les aliments avec le riz, bien que courant ailleurs, est considéré comme une faute de goût par de nombreux traditionalistes. Cette pratique est vue comme une altération du goût subtil et pur du riz, perturbant ainsi l'équilibre délicat du repas. La cuisine japonaise repose sur des plats distincts, chacun apportant des saveurs uniques, censées se compléter sans se mélanger. Bien que les jeunes générations urbaines adoptent une approche plus décontractée, les milieux traditionnels et ruraux maintiennent encore cette règle. Même si personne ne vous fera directement de reproches, une désapprobation discrète peut l'en dire long. Si vous êtes un jour invité à table au Japon, pensez à déguster le riz séparément et à savourer chaque plat comme prévu. Et voici une autre surprise. Saviez-vous
qu'une simple tape amicale sur l'épaule ou une poignée de main peut être perçue comme une intrusion au Japon. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai une petite requête de 10 secondes. Si ce contenu vous plaît, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications. Cela nous aide à vous proposer encore plus de vidéos passionnantes et en échange, nous nous engageons à rendre cette émission toujours meilleure pour vous. Marché conclu. Au Japon, l'espace personnel est traité avec la même vénération qu'un sanctuaire sacré. C'est comme si chaque individu portait une frontière invisible que les autres respectent instinctivement. Le contact physique, en particulier entre inconnus ou simples connaissances, est généralement évité. Une poigne de main ferme, courante dans de nombreuses cultures, peut sembler trop familière ici. À la place, les Japonais s'inclinent, un geste élégant et profondément significatif. La profondeur de l'inclinaison varie selon la situation et la relation. Les manifestations publiques d'affection, même entre couples ou amis proches, restent discrètes. Bien que le Japon moderne n'impose plus les lois strictes qui interdisaient autrefois les baisers en public, abolies seulement en 1945, les marques d'intimité, comme les accolades ou les baisers en public, restent entourées d'une légère stigmatisation sociale. L'affection ici est discrète, semblable à un secret chuchoté parmi les fleurs de cerisier. Pour les voyageurs, s'adapter à cette norme est essentiel pour éviter des situations malaisantes. Si vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, résistez à l'envie de serrer la main ou de donner une tape amicale. Optez plutôt pour une légère inclinaison et un sourire chaleureux. En respectant ces coutumes tacites, vous montrez une appréciation plus profonde de la culture japonaise et renforcez vos liens avec ses habitants. Avez-vous déjà été confronté à des différences culturelles en matière d'espace personnel ou d'affection en public? Partagez vos réflexions dans les commentaires et restez à l'écoute. Notre prochain tabou pourrait bien vous surprendre. L'un des tabous les plus controversés du Japon se déroule dans des sites sacrés où les femmes sont strictement interdites. Comment de telles restrictions peuvent-elles perdurer dans un pays célébré pour ses avancées modernes? Le Japon est un lieu où tradition et progrès coexistent, mais certaines coutumes restent immuables. Un exemple frappant est le mont Omin, situé dans la préfecture de Nara, qui abrite le sacré temple Sanjo. Ce site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO interdit explicitement l'entrée aux femmes, invoquant la nécessité de préserver la pureté spirituelle. Des panneaux au sommet rappellent avec fermeté ces règles ancestrales. Un autre exemple est l'île d'Okinoshima, située à Kyushu, un site classé au patrimoine culturel où seuls les hommes sont autorisés à entrer après avoir subi des rituels de purification. Ces exclusions ne se limitent pas aux sites religieux, mais s'étendent aussi au sport national du Japon. Le sumo. Les femmes ne peuvent ni y participer, ni même poser un pied sur le ring de sumo. Au-delà des sphères culturelles et spirituelles, les lois civiles historiques ont longtemps renforcé ces divisions. Par exemple, une loi interdisait aux femmes de se remarier dans les 6 mois suivant un divorce. Une restriction réduite à 100 jours dans la plupart des cas récents. Malgré une surveillance accrue, ces traditions restent solidement ancrées. Mais quels enseignements plus profonds peuvent-elles révéler? À suivre, nous explorerons un autre tabou surprenant. Comment certains chiffres et cadeaux au Japon pourraient apporter bien plus que de la malchance? Plongeons dans ce mystère. Les traditions japonaises peuvent surprendre même les voyageurs les plus aguerris. Saviez-vous que certains chiffres et cadeaux peuvent porter malheur ou même offenser? Comprendre ces tabous vous aidera à éviter des maladresses. Au Japon, les chiffres 4 et 9 sont considérés comme malchanceux, car ils rappellent les mots mort et souffrance. De nombreux bâtiments omettent le 4e étage, et les numéros de chambre comme 49 sont rares. De même, les cadeaux portent une forte symbolique. Les peignes, kushi, sont tabous à cause de leur lien phonétique avec la souffrance et la mort. Les ustensiles de cuisine suggèrent une rupture, tandis que les objets fragiles comme le verre impliquent des relations faibles. Les chrysanthèmes et le thé, souvent utilisés lors des funérailles, sont aussi inappropriés pour les célébrations. Au Japon, l'art d'offrir un cadeau repose sur la délicatesse et l'étiquette. Les présents pratiques, comme des aliments ou de l'alcool, sont des choix sûrs, mais il faut faire attention aux chiffres et symboles de malheur. La présentation est tout aussi importante.
Emballez vos cadeaux soigneusement et évitez les couleurs de deuil comme le blanc ou le noir. Comprendre ces détails, petits mais significatifs, vous assure de respecter les coutumes japonaises et d'éviter des situations inconfortables. Ensuite, nous verrons comment un simple geste, votre posture assise, peut influencer votre expérience au Japon. Avez-vous déjà vécu une situation embarrassante en offrant un cadeau à l'étranger? Partagez vos anecdotes dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour découvrir d'autres faits fascinants. Imaginez ceci. Vous assistez à une réunion formelle au Japon, assis confortablement les jambes croisées, lorsque vous remarquez des regards furtifs autour de la salle. Ce qui semble anodin ailleurs prend une toute autre signification ici. Au Japon, croiser les jambes dans un cadre formel peut être perçu au mieux comme trop décontracté, au pire comme un manque de respect. Bien que cette posture soit confortable pour beaucoup, elle peut involontairement exprimer un certain défi ou un manque de sérieux. Historiquement, croiser les jambes était associé aux artistes et hôtesses qui adoptaient cette pose pour attirer les clients. Même si cette croyance s'est estompée, certaines traditions continuent d'entretenir cette connotation, renforçant l'idée qu'il s'agit d'une posture inappropriée. Quelle est donc l'alternative correcte? La position seiza, assis sur les genoux, le dos droit et les mains posées sur les cuisses, est la norme ultime de l'étiquette japonaise formelle. Bien que difficile pour ceux qui n'y sont pas habitués, cette posture traduit le respect, la discipline et une bonne connaissance de la culture. Au Japon, les petits gestes ont de l'importance. Une posture en apparence anodine peut envoyer un message involontaire, parfois avec des conséquences insoupçonnées. Vous êtes dans un train bondé à Tokyo et vous remarquez une personne âgée debout à proximité. Instinctivement, vous vous levez pour lui offrir votre place, mais à votre grande surprise, elle hésite, voire refuse poliment. Que s'est-il passé? Au Japon, l'étiquette des transports en commun repose sur l'égalité et le respect de l'autonomie personnelle. Offrir son siège peut sembler un geste universel de bienveillance, mais ici, cela peut parfois être perçu différemment. Sous-entendre qu'une personne a besoin d'aide peut être interprété comme condescendant plutôt que bienveillant. Les places prioritaires clairement signalées sont réservées aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux enfants et aux personnes en situation de handicap. Lorsqu'elles sont occupées, la plupart des passagers préfèrent rester debout plutôt que de perturber l'organisation des sièges. Les visiteurs étrangers sont souvent surpris par cette norme culturelle. Un voyageur a raconté avoir vu des locaux rester assis même dans un métro bondé, tandis qu'un autre a partagé l'histoire d'une femme âgée refusant doucement un siège, préférant rester debout avec le sourire. Si vous souhaitez proposer votre place sans gêner, il existe une astuce simple. Levez-vous discrètement et éloignez-vous comme si vous alliez descendre. Cela évite tout malaise et permet à votre geste d'être accepté sans malentendu. Ensuite, plongeons dans une autre règle culturelle surprenante, les lois japonaises sur le tabac, à la fois strictes et paradoxales. Saviez-vous qu'au Japon, il est possible de fumer à l'intérieur de certains bars, mais pas dans certaines zones extérieures? Cela peut sembler contradictoire, mais les lois sur le tabac au Japon sont aussi complexes que ces cérémonies du thé. Les comprendre peut vous éviter des malentendus ou même de lourdes amendes. Depuis 2018, le Japon a renforcé ses lois anti-tabac pour réduire les risques de tabagisme passif. Fumer est désormais interdit dans les institutions publiques telles que les écoles, les hôpitaux et les bureaux gouvernementaux, sous peine d'une amende pouvant aller jusqu'à $700. Les établissements qui ne font pas respecter ces règles risquent une amende allant jusqu'à $600. Toutefois, l'application de ces lois n'est pas toujours cohérente. Alors que fumer est interdit dans certaines zones publiques en plein air, cela reste autorisé dans certains restaurants, bars et hôtels, à condition qu'ils respectent les normes de ventilation. Cette incohérence suscite des débats, certains affirmant que le tabagisme en intérieur, même dans des espaces dédiés, compromet les efforts de santé publique. En conséquence, aussi bien les locaux que les visiteurs éprouvent parfois des difficultés à comprendre ces règles changeantes. Le Japon tente de trouver un équilibre entre la santé publique et les libertés individuelles tout en préservant ses coutumes sociales. Le pays avance sur un fil, protéger les non-fumeurs sans imposer des restrictions si strictes qu'elles bouleverseraient les modes de vie traditionnels.
Au Japon, le karoshi, la mort par surmenage, est une réalité cruelle ancrée dans une culture de travail intense. Ce phénomène a commencé lors du boom économique des années 70 et 80, mais il est devenu toxique dans les années 90, alors que la précarité de l'emploi poussait les travailleurs à cumuler des heures excessives. Aujourd'hui, plus de 2000 décès par an sont liés au surmenage, de nombreux employés enregistrant plus de 80 heures supplémentaires chaque mois. Pour lutter contre cette crise, le gouvernement a limité les heures supplémentaires à 45 heures par mois et a introduit des initiatives comme les Premium Fridays pour encourager un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Cependant, les attentes profondément enracinées en matière de loyauté et de présence prolongée ralentissent encore les progrès. Les mouvements citoyens et les revendications des jeunes générations offrent un espoir, mais le véritable défi est de faire évoluer les normes culturelles. Si les réformes légales posent les bases du changement, la clé réside dans la capacité des travailleurs à reprendre possession de leur vie au-delà du bureau. Entrer dans une maison japonaise avec ses chaussures, c'est comme apporter le chaos du monde extérieur dans un sanctuaire de calme. Retirer ses chaussures avant d'entrer ne concerne pas seulement la propreté. C'est un signe de respect envers la maison, une tradition qui remonte à plus de 2000 ans. Cette coutume a commencé comme un moyen de garder l'intérieur propre, notamment durant les étés humides du Japon, et de préserver les fragiles tatamis. Fabriqués en paille tressée, les tatamis sont facilement endommagés par la saleté et les semelles dures, rendant le retrait des chaussures essentiel. Oublier cette règle peut mener à des moments gênants. Un voyageur a raconté qu'il avait marché sur le tatami de son hôte avec ses chaussures, provoquant des exclamations et des gestes pressants pour qu'il recule immédiatement. D'autres apprécient l'harmonie qui règne dans les foyers japonais, où même les chaussures semblent rangées avec précision. Cette coutume dépasse le cadre des maisons. Les auberges traditionnelles ryokan, les temples et même certains lieux de travail exigent que l'on retire ses chaussures. Des chaussons spéciaux sont aussi fournis dans les toilettes pour garantir une hygiène stricte, soulignant l'attention du Japon aux moindres détails en matière de propreté. Ensuite, nous découvrirons une autre règle culturelle surprenante. Pourquoi manger en marchant peut faire de vous le centre de l'attention? Avez-vous rencontré des coutumes uniques, comme celle-ci, lors de vos voyages? Restez avec nous pour explorer d'autres fascinants tabous japonais. Dans les villes animées comme Tokyo, l'arôme du takoyaki ou du yakitori, fraîchement préparé par les stands de rue, est difficile à ignorer. Mais avant de croquer une bouchée en marchant, réfléchissez-y à 2 fois. Au Japon, cette habitude apparemment anodine est considérée comme impolie. Pourquoi? Contrairement à de nombreux pays où manger en se déplaçant est courant, au Japon, c'est mal vu. La raison réside dans les valeurs culturelles de pleine conscience et de respect envers autrui. Les bruits, les odeurs et la vue de quelqu'un en train de manger dans un espace bondé peuvent être perçus comme dérangeants. L'étiquette japonaise encourage à savourer ses repas dans des endroits prévus à cet effet, permettant ainsi une appréciation totale des saveurs, tout en maintenant propreté et ordre. Cette règle s'applique aussi au transport en commun. Manger dans les trains ou les bus, sauf indication contraire, est rare. Ceux qui ignorent cette norme risquent de recevoir des regards désapprobateurs, voire un rappel poli mais ferme. Les baguettes peuvent sembler être de simples ustensiles, mais au Japon, leur utilisation revêt une profonde signification culturelle. L'une des règles les plus importantes, ne jamais passer de la nourriture directement d'une paire de baguettes à une autre. Pourquoi? Cette coutume est liée au rite funéraire japonais. Lors des cérémonies de crémation, les baguettes sont utilisées pour transférer les os du défunt. Reproduire ce geste à table est considéré comme un présage funeste, presque comme si vous souhaitiez du mal à l'autre personne. Un autre faux pas majeur est de planter ces baguettes verticalement dans un bol de riz. Ce geste ressemble fortement à la manière dont les bâtons d'encens sont disposés lors des cérémonies commémoratives pour les défunts. Faire cette erreur en présence de locaux n'est pas seulement gênant, mais peut être profondément offensant et même entraîner un rejet social. Ancrée dans les traditions confucéennes et bouddhistes, l'étiquette japonaise à table valorise le respect et la pleine conscience.
Les baguettes doivent être utilisées uniquement pour manger, jamais pour pointer, transmettre de la nourriture ou jouer. Respecter ces coutumes ne vous évitera pas seulement des situations embarrassantes, mais vous permettra aussi de mieux apprécier la richesse des traditions japonaises et le profond respect de ce peuple pour la nourriture et la culture. Alors, soyez attentifs et profitez de l'expérience sans enfreindre de règles tacites. Et si jeter une poupée pouvait vous porter malheur? Au Japon, cette croyance n'est pas qu'un simple folklore, c'est un tabou culturel profondément ancré. On pense que les poupées renferment des fragments de l'âme de leur propriétaire, surtout celles aux traits réalistes, comme les yeux en verre ou les détails minutieux. Jeter une poupée de manière insouciante, par exemple en la mettant à la poubelle, est considéré comme irrespectueux et susceptible d'attirer la malchance. Une légende troublante raconte l'histoire d'une famille qui a laissé derrière elle une poupée chérie en déménageant. Peu après, elle a entendu des bruits de pas et des rires lointains pendant la nuit. Quelques jours plus tard, la poupée est réapparue mystérieusement sur le pas de leur porte, trempée par la pluie, comme si elle était revenue d'elle-même. En raison de ces croyances, de nombreux Japonais se tournent vers des rituels traditionnels pour se débarrasser correctement de leurs poupées. Partout au Japon, des temples organisent des cérémonies appelées Ningyo-kuyo, où les poupées sont purifiées avant d'être brûlées ou enterrées avec respect. Issus des traditions shintoïstes et bouddhistes, ces rites honorent l'esprit de la poupée et le libèrent en paix. Les visiteurs étrangers trouvent souvent cette coutume fascinante. Un voyageur se souvient d'un ami japonais qui refusait de jeter une vieille poupée, préférant la faire purifier dans un sanctuaire. Un autre a été surpris de découvrir que de telles cérémonies existent, réalisant ainsi le profond respect culturel envers même les objets du quotidien. Alors, si vous achetez un jour une poupée au Japon, réfléchissez à 2 fois avant de la jeter. Elle pourrait bien ne jamais vraiment partir. Siffler la nuit, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Au Japon, cet acte apparemment anodin est entouré d'avertissements mystérieux. Depuis des générations, les parents japonais conseillent à leurs enfants de ne pas siffler après la tombée du jour, une mise en garde enracinée dans un folklore vieux de plusieurs siècles. L'une des croyances les plus répandues est que siffler la nuit peut attirer des serpents. Le son, rappelant celui d'une flûte de charmeur de serpents, est censé les attirer, provoquant ainsi une rencontre imprévue et potentiellement dangereuse. Mais ce n'est pas la seule crainte. Le folklore japonais met en garde contre le fait que siffler dans l'obscurité pourrait attirer des esprits malicieux, voire malveillants. Selon la tradition, ce bruit étrange pourrait provoquer des perturbations inexpliquées, troublant ceux qui osent briser le silence nocturne. Il existe aussi une raison historique à ce tabou. Autrefois, siffler la nuit était associé à une forme de communication secrète, parfois utilisée par des voleurs ou des individus aux activités suspectes. Dans les villages, un siffleur nocturne pouvait même être perçu comme une menace, suscitant la méfiance au sein des communautés soudées. Ce petit tabou, aussi intrigant que révélateur, reflète le profond respect du Japon pour la tradition, la nature et le monde invisible. En comprenant et en respectant ces coutumes, vous enrichissez votre connexion avec la culture japonaise. Lequel de ces tabous vous a le plus surpris? Partagez vos impressions dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de rester connecté pour découvrir d'autres explorations culturelles, des destinations les plus fascinantes du monde. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.